Allez, asseyez-vous. L'idée aujourd'hui, c'est de faire le point sur la situation, les théories ou les analyses qui sont faites, puis ensuite de voir s'il y a des solutions qui émergent. France Inter. Bonjour Gilles Boeuf. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Nous vivons deux très grands événements depuis quelque temps. Je dirais l'effondrement du vivant et le changement climatique. Donc les 3D, on commence, vous pouvez vous asseoir. Je fais l'appel, après on peut... Ici, vous devez donc avec un bras... Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et ce petit coup de chaud modifie en profondeur la machine terrestre. Parce qu'il faut absolument qu'on donne à ces gamins les bases techniques et scientifiques de réflexion pour avoir un vrai esprit critique. On va écouter en fait, une émission, donc là c'est que du son, et vous allez prendre très brièvement quelques notes sur ce que dit ce rapport. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, c'est-à-dire le quart des animaux et des plantes connus. Franck Courchamp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez un groupe de recherche sur la dynamique de la biodiversité à l'université Paris-Sud. Tous les jours, ce sur quoi je travaille me montre à quel point ça va mal. Pour moi, les jeunes de maintenant, ils vont rentrer dans l'histoire de l'humanité. Soit parce que c'est eux qui vont prendre de plein fouet ce que la génération d'avant aura bien préparé pour eux, soit c'est parce que c'est eux qui vont sauver la mise. On sait déjà tous que le monde va mal, mais après, on ne s'attendait pas non plus à ce que ça soit aussi proche, en fait. Ça nous a tous fait un choc, je pense. Quand on en a parlé, les chiffres, c'était un peu choquant. Et la première impression, moi, que j'ai ressentie, c'est la vulnérabilité. Je me sentais faible. Involontairement ou volontairement peut-être, je m'étais un petit peu protégée de cette notion-là. Et finalement, la proposition de notre inspecteur de travailler sur la théorie de l'effondrement a déclenché, je pense, un intérêt pour la question. Alors la première fois où j'ai rencontré le mot effondrement, c'est à propos du livre de Jared Diamond, qui s'appelle Effondrement. C'est un livre que j'ai lu avec passion. Il décrivait quand même des possibles très inquiétants, donc des sociétés qui s'effondrent en raison de tas de problématiques, notamment de problématiques environnementales très souvent. Il y a environ 5 ans en arrière, dans le cadre d'un séminaire de recherche en éducation et formation au développement durable, un séminaire national, et nous avions invité Johan Negruciu, qui nous a présenté ses données, présenté ses preuves et conceptualisé progressivement l'idée d'effondrement. J'avoue que ça avait été un moment un peu réfrigérant. C'est à partir quand même du pic pétrolier que je suis entré dans ces questions relatives à l'effondrement. Et donc des conférences derrière de Jean-Marc Jancovici, ce qui m'a amené de fil en aiguille à tomber sur Pablo Servigne et à la collapsologie. Et pour après me recentrer peut-être sur les historiens de l'environnement. En psychologie, on parle d'effondrement psychique. Et quand on regarde la définition de l'effondrement psychique et de l'effondrement par rapport à l'écologie, il y a une similitude évidente, puisque pour nous, effondrement psychique, c'est une dégradation brutale de la psyché, donc du système cognitif, suite à des pressions que l'individu allait subir et qui a modifié l'équilibre dans lequel il était, ou du moins l'équilibre qu'il essayait de maintenir, par des systèmes de compensation. Alors continuons notre réflexion. Donc là, nous sommes dans une situation catastrophique. Mais c'est en vrai. Ce n'est pas que intellectuel, on est d'accord. Les scientifiques ici nous proposent, dans le système économique dans lequel nous sommes, de l'adapter, de le transformer. Donc ça, on pourrait dire qu'on est dans une situation de continuité, une adaptation du système. Vous comprenez cette idée-là ? Et puis vous avez une autre proposition qui est une proposition complètement en rupture. Une autre analyse qui nous dit, eh bien écoutez, voilà, la situation est catastrophique. Vraiment, notre système va s'effondrer. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'effondrement. Comment tout peut s'effondrer? Pablo Servigne, c'est le titre du livre que vous avez publié avec la complicité de Raphaël Stevens. Alors aujourd'hui, mon intuition, je suis plus du tout dans les 2050-2100. Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030. Avant 2020 et sûr avant 2030.
J'essaie de pas y penser parce que ces mots-là, ils sont assez durs et ça fait un peu peur de dire que ça va s'effondrer en 2020, entre 2020 et 2030, c'est bientôt, donc ça fait un peu peur. Je pense que enseigner la peur, c'est pas, on n'a peut-être pas on peut pas tirer, on peut pas enrichir les élèves sur des questions qui angoissent exclusivement. Il faut construire des discours sur l'avenir et intégrer peut-être celui sur l'effondrement. On a vu les impacts de l'homme sur l'environnement. Et moi, j'ai pu apprendre des choses que je ne savais pas. Par exemple, la théorie de l'effondrement et la théorie sur la continuité, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux en quelque sorte et de voir ce qui se passe dans le monde actuel. On a besoin collectivement de récits mobilisateurs. L'effondrement, pour moi, je le considère comme étant l'un des récits qui est l'Anthropocène. C'est l'une des théories, il y en a plusieurs, il y a plusieurs récits en concurrence à l'intérieur de ce méta-récit. C'est le professeur d'histoire qui vous le dit, moi ma spécialité, a priori, c'est le passé. Mais là, on va essayer de regarder vers le futur parce qu'il y a des géographes qui travaillent sur le littoral dans 50 ans. Ils essaient d'imaginer des futurs. On a travaillé sur plusieurs scénarios qui consistaient à nous montrer comment pouvait évoluer dans le futur le Languedoc-Roussillon. Et si les scénarios étaient plutôt pessimistes ou optimistes. J'ai volontairement ventilé les scénarios allant du très négatif à un discours, on va dire, techniciste, de géo-ingénierie, où on arriverait à résoudre tous les problèmes. L'idée est que tous ces discours puissent cohabiter dans ma séance, que ça soit pas, on n'ait pas une focale sur l'effondrement, même si la chute de mon cours était de montrer que le scénario négatif, il ne faut pas le mettre de côté, c'est un des futurs envisageables. Voilà, tu attrapes ça. On essaie d'être à l'interaction, une forme de médiation entre le monde académique, donc la recherche, la science et la société. Donc nos stratégies d'approche pour parler d'effondrement, déjà elles ne sont pas stabilisées, on est dans une forme d'expérimentation permanente. On a des intuitions, clairement, on a des pratiques pédagogiques basées sur ce qu'on fait depuis 30 ans au Petit Débrouillard, qui est des pédagogies actives. On a choisi de se saisir de sujets. Par exemple, la question des low-tech, donc la réappropriation de la technologie à des fins plutôt d'utilité sociale. Donc on va travailler sur la construction de vélos générateurs pour produire de l'énergie à partir d'un vélo, de machines à laver où on pédale pour laver son linge. Voilà, donc en gros, on se réapproprie ces outils-là. Les mots qu'on utilise ont beaucoup d'importance parce qu'ils ont, justement, en termes de récit et d'éducation, c'est une forme de récit, en fait. C'est des mots qui impliquent des tas d'implicites, inconscients, conscients, etc. Je fais souvent l'analogie avec les parents qui ont tout fait pour garder leurs enfants et puis après, il faut qu'ils acceptent que, alors je ne sais pas à quel âge, mais on va dire entre 15 et 25 ans quand même, que l'enfant ait son propre devenir. Et là, il faut que le parent fasse le deuil. Le deuil de quoi? Le deuil d'être la toute-puissance qui sait ce qui est bon pour l'autre. Je pense que c'est plutôt cette notion-là qu'il faut voir dans nos problématiques. Nous n'avons pas raison sur tout. La preuve, c'est que si on avait eu raison, on n'en serait pas là où nous sommes. C'est un sujet qu'on aborde difficilement. Moi, je le vois dans ma vie personnelle, avec ma compagne, nos enfants. Enfin, c'est quand même lourd, ce type de sujet. Et ça peut susciter des réactions qui vont d'un rejet, parfois moi j'ai discuté avec des gens qui s'énervaient sur ces sujets, mais qu'est-ce que tu nous racontes, pourquoi tu noircis le tableau, c'est pas vrai, il y a des technologies. Ça passe par certains mécanismes qu'on appelle les mécanismes de défense. Il y a le déni, parce que ça c'est chouette le déni. Si on ne voit pas les choses, elles n'existent pas. Voilà. Ensuite, il y a un autre mécanisme de défense qui me paraît en œuvre dans ces problématiques-là, c'est de considérer que cette demande de changement de la jeunesse ne porte pas sur la question climatique en soi, mais sur tout besoin de la jeunesse de remettre en cause ce que les parents ont voulu construire. Oui. On est actuellement dans une société capitaliste, et donc si ces sociétés-là ne changent pas le besoin irrépressif de créer de l'argent et du bénéfice, on ne pourra pas, nous, pleinement changer de façon de vivre.
Je pense que le mot effondrement, il est fort, hein. Mais je pense que les mots, peut-être que ça suffirait pas à faire, à bouger les gens. Je pense que c'est les images qu'il faudrait montrer. Je pense qu'il faut laisser la parole aux individus pour qu'ils expriment, eux, ce qu'ils ressentent par rapport à cette question d'effondrement. Et ne pas plaquer sur eux les idées que nous avons. On a l'intuition que les jeunes à qui on s'adresse sont peut-être beaucoup plus préparés à ces questions-là que nous. Donc il y a aussi un imaginaire collectif lié à ce que peut produire la télé, les séries, etc. Donc une forme de catastrophisme ambiant qui est peut-être plus facile à ingurgiter. Il y a besoin de dépasser des inhibitions par rapport à l'engagement. Ce sont des inhibitions d'ordre, on qualifie d'épistémique, c'est-à-dire c'est trop grave pour que je puisse y faire quelque chose. Que voulez-vous que j'y fasse, moi, collégien ou lycéen, sur le changement climatique, par exemple, ou qui renvoie aussi à une inhibition sociale, c'est-à-dire moi je ferai bien, mais les autres ne veulent pas, et tout seul je ne peux rien faire. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on ne sélectionne dans son environnement que ce qui est cohérent avec ce pourquoi on est convaincu. Et donc je pense qu'une première chose à faire, c'est travailler sur ce qu'on appelle la flexibilité mentale. C'est-à-dire permettre à l'individu de pouvoir envisager plusieurs solutions à la fois. Mais surtout ne pas commencer à le faire sur l'objet même. Donc à partir de jeux qui n'avaient rien à voir avec la question écologique, mais pour que la personne s'habitue, ou du moins habitue son psychisme, à avoir plusieurs possibles. Et une fois que la personne est flexible, puisque c'est ça le terme, à ce moment-là, on peut lui donner des connaissances. La démarche pédagogique des petites brouillards est construite à partir de ce faire pour comprendre. Donc on voit bien qu'on est dans une forme de pédagogie par la pratique. Et le pendant qui est, une fois qu'on a compris, comment on agit sur son quotidien. Donc là, l'exemple du vélo générateur, c'est typiquement ça. On donne un outil quasiment détourné pour susciter une forme de questionnement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On n'a pas de solution en fait à apporter quand on va parler d'énergie, quand on va parler de voilà. On est plutôt sur une forme de prise de conscience et derrière on met un peu ça en pâture quoi. On ne sait pas trop ce que ça peut donner chez les jeunes. Donc ça aussi il faut qu'on le construise. Donc il y a besoin de dépasser ces inhibitions et il y a une seule manière de le faire, c'est en vivant des actions concrètes qui montrent qu'on a une influence, un pouvoir d'agir sur en tout cas notre sphère d'activité sociale. C'était au moment de la COP24, le 14 décembre dernier. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Je m'appelle Greta Thunberg. J'ai 15 ans et je viens de Suède. Beaucoup de gens disent que la Suède est un petit pays et que ce qu'on y fait n'a pas d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde, simplement en n'allant pas à l'école, alors imaginez ce que nous pourrions faire en nous mettant tous ensemble, si on le voulait vraiment. Le mouvement du 15 mars sur les mobilisations, sur le climat, qui se produisent en Europe et pas seulement, sont particulièrement intéressantes et interrogent pleinement l'éducateur et le formateur, parce que ça nous renvoie à notre responsabilité sociale et sociétale. C'est-à-dire tout ça se passe chez des jeunes, tout ça se passe au travers des réseaux sociaux. Certains disent que c'est un peu le syndrome Harry Potter, c'est-à-dire c'est les jeunes qui se révoltent contre l'inaction des adultes. Donc ça renvoie tout adulte à sa responsabilité, et en particulier les adultes en charge de l'éducation et de la formation. Tout individu a besoin de survivre. Donc tout individu trouve des solutions. Alors peut-être infimes, mais c'est ça qu'il faut aller chercher. Quand on regarde, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes, mais on s'aperçoit qu'un petit peu partout, il y a des expériences qui se font. Et donc il faut partir de ces expériences pour montrer qu'il y a un possible. Là, c'est vrai que c'est urgent, donc on est obligé d'agir, on n'a plus trop le choix. Hein. On a foutu un peu le bordel. Chacun, hein, tout le monde est responsable. Mais si on veut changer, il faut forcément agir. Donc je me sens capable, parce que c'est tout à fait faisable, d'agir. Les jeunes se mobilisent notamment à travers les formes de représentation. Les jeunes du CVL, du comité académique de la vie lycéenne, ont créé une commission de transition écologique.
Ils veulent véritablement pouvoir s'impliquer sur ces questions-là au sein de l'académie, au sein de leur établissement. Ils veulent avoir des réponses aussi très concrètes, qu'au-delà d'engagements dont ils peuvent être porteurs très collectivement, qui sont des engagements nationaux, internationaux, qu'on a vus à l'œuvre dans les marches pour le climat. Les jeunes se mobilisent aussi sur ce qui fait leur quotidien, sur ce qu'ils mangent à la cantine, sur la façon dont on gère l'énergie au sein de l'établissement. Nous, on a essayé en tant que lycéens de faire des projections, des rencontres, essayer des associations aussi, faire venir des associations dans les lycées pour sensibiliser. J'attends de mon lycée ou des lycées en général qu'ils nous en parlent. On ait des cours dessus. On est compté comme absent quand on va aux marches pour le climat. On est compté comme absent quand on veut faire d'autres trucs pour le climat parce qu'on n'est pas dans le lycée. Ça ne nous encourage pas du tout à participer. Les marches pour le climat, c'est pas forcément négatif. On voit bien que les gens ils sont contents d'être là, qu'ils ont aussi de montrer quelque chose de positif. Penser à un nouveau mode de vie, c'est positif. Mon avis il est partagé parce que ça fait longtemps qu'on en parle de ce problème sur l'écologie et la biodiversité, mais les États notamment le revendiquent, mais n'agissent pas. Donc on nous dit d'agir, mais on ne met rien en place pour agir. Il faut donner la possibilité à ces jeunes d'avoir du désir, c'est-à-dire une imagination, imaginer un autre monde, mais ce faisant, imaginer un autre monde, c'est dire que ce monde-là ne va plus. Et à ce moment-là, l'adulte, lui, risque d'être interrogé dans ce qu'il a pu faire ou contribuer, et donc résister à ce qu'il puisse exister un autre monde. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. Comment est-ce que collectivement, nous, petits débrouillards, mais aussi tous les gens avec lesquels on travaille, on sort de cette zone de confort quasiment pour construire une nouvelle façon d'aborder ces questions-là avec des jeunes? Moi, il me semble que notre mission, c'est de donner les outils intellectuels aux élèves pour leur permettre d'être capables de penser les processus en cours et donc de trouver des solutions originales à des processus nouveaux qui permettent à nos sociétés de vivre de façon plus respectueuse de l'environnement, plus juste, plus efficace. La cité éducative est vraiment une bonne piste à creuser, sûrement à penser davantage et à mettre en pratique. C'est une cité éducative, c'est un ensemble territorial sur lequel il y a le monde scolaire, il y a le monde associatif, il y a le monde des collectivités territoriales. Tous ces gens-là doivent apprendre à travailler ensemble sur des projets, sur des questions de ce type-là, justement, comment on gère en pratique et comment on le voit, la question de la durabilité, la question de l'anthropocène, comment ça se vit sur un territoire donné. La philosophie, par exemple, a certainement beaucoup de choses à apporter sur cette question-là. Les sciences économiques et sociales sont, me semble-t-il, concernées. Elles emploient fréquemment le terme de crise économique. Je pense que là, il y a le prolongement du mot crise, c'est effectivement la réflexion autour de l'effondrement, ou l'effondrement de systèmes économiques, l'effondrement d'une monnaie. Enfin, vous voyez, ce terme-là est assez fréquent en sciences économiques et sociales. Donc la biologie, la géographie, l'histoire. Si on permettait à l'enfant de s'apercevoir qu'à travers toutes les disciplines, il y a possibilité d'aborder la question. Premièrement, ça éveille son esprit, et deuxièmement, ça permet de faire surgir des solutions qu'on ne voyait pas. Donc nous, on est vraiment dans cette approche-là à la fois de faire référence à des concepts de sciences dites dures sur compréhension des enjeux du climat, etc. Et peut-être aussi des sciences sociales, voilà, sur les questions de deuil, de façon de recevoir ce genre d'informations, de données, voilà, qui peuvent être assez violentes. Donc voilà, on est vraiment dans cette approche assez transdisciplinaire. Et donc la cité éducative, si on la pense en tant que telle, ça remet en cause l'idée de l'école Fordiste, l'école avec des silos disciplinaires qui sont juxtaposés les uns par rapport aux autres, qui ignorent les contextes et la réalité de ce que sont les élèves qui sont là et la réalité du territoire qui est là et qui est différent selon le lieu où on est et où on enseigne. Et donc il y a besoin d'ouvrir et de retrouver cette cohérence d'ensemble sur l'ensemble des parties prenantes qui sont liées à l'éducation. Les jeunes sont beaucoup plus réceptifs que ce qu'on ne le pense. Ils attendent que ça, c'est qu'on vienne et qu'on leur parle et qu'on leur dise les choses et qu'on les fasse réagir, qu'ils aient le petit tilt, le choc. Je pense que je vais essayer de temps en temps de baliser ce programme avec des moments clés où on pourrait vraiment
discuter de ces questions environnementales et de la gravité des problématiques. Donc je vais essayer comme ça de l'intégrer, parce que je pense que ma liberté pédagogique aussi, c'est de se nourrir d'apports scientifiques sans trahir l'esprit des programmes. Et je pense que c'est tout à fait réalisable dans le cadre de ma pratique. Le travail qu'on est en train de faire, il est quasiment autant à destination de nos publics que le travail que sont en train de faire nos animateurs, nos animatrices qui réfléchissent à ces questions et qui se sont pris aussi ces déclics dans la tête récemment et qui du coup questionnent leur propre pratique pédagogique avec les jeunes. Il y a besoin d'articuler l'ensemble et de mettre en cohérence. Et c'est ça la grande difficulté. Peut-être qu'il manque une profession, un métier pour faire cela, même si on voit par-ci, par-là des gens qui assument cette tâche. En plus, il faut laisser une grande place au monde universitaire, à la recherche, mais une recherche qui soit, on va dire, collaborative et non pas une recherche surplombante. On est vraiment dans l'expérimentation et je pense que c'est la même chose dans le milieu scolaire avec d'autres contraintes, d'autres outils, d'autres pratiques. Et donc il y a une nécessité de réfléchir ensemble en fait. Donc nous on a vraiment besoin, envie de lancer des communautés éducatives qui réfléchissent à leurs pratiques, qui les documentent, qui les retravaillent. Donc on est vraiment là-dedans, plus que dans des solutions qu'on aurait déjà expérimentées, qui fonctionneraient. Non, on est vraiment dans quelque chose qui est à construire, quoi.